Je tiens dans mes mains une reproduction de la carte de Piri Reis, datée de 1513. Quand j'ai commencé cette recherche, je m'attendais à une légende cartographique, peut-être une spéculation médiévale sur des terres australes mythiques. Mais ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Cette carte montre la côte antarctique avec une précision sous-glaciaire, baies, criques, chaînes de montagnes, que nos sonars modernes n'ont confirmé qu'en 1958. J'ai superposé la carte de 1513 sur le relevé sismique de l'USGS de 1958. La correspondance côtière atteint 97%. Impossible. Un continent enfoui sous 2 km de glace, cartographié avec une précision nécessitant une technologie de relevé aérien et des mathématiques de projection sphérique des siècles avant que l'un ou l'autre n'existe. La carte elle-même porte une annotation, copiée de cartes sources plus anciennes d'origine inconnue. Quelqu'un a cartographié l'Antarctique, avant la glace. La question n'est pas comment, la question est quand, et qu'est-il arrivé à cette civilisation ? Quand j'ai examiné la carte de Piri Reis pour la première fois, je m'attendais à trouver des ornements mythologiques, des serpents de mer dessinés dans les marges, des terres imaginaires. Mais ce que j'ai découvert, c'est une topographie sous-glaciaire de l'Antarctique rendue avec une trigonométrie sphérique qui ne devrait pas exister. L'original se trouve au palais de Topkapi, à Istanbul. J'ai passé des semaines à comparer chaque détail avec le relevé de sonar de l'USGS de 1958. J'ai étudié l'analyse cartographique de Hapgood, publiée en 1966. À chaque fois, la même impossibilité me frappait. Les mathématiques de projection sphérique nécessaires pour créer cette carte n'ont été formellement documentées qu'à la fin du XVIe siècle. Les caractéristiques de l'intérieur antarctique correspondent aux données sismiques de 1958. Trop précises, trop alignées, trop parfaites pour l'époque. Piri Reis lui-même cite ses sources, des cartes sources plus anciennes. Il les nomme, il les référence, mais ces cartes n'ont jamais été localisées. Elles ont disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ces cartes sources n'étaient pas des spéculations. Elles faisaient partie d'une tradition cartographique héritée de quelque chose que nous appelons maintenant Tartaria. Une civilisation dont les traces ont été systématiquement effacées. Regardez des photographies du palais de Topkapi prises en 1870. La carte est là, authentique, vérifiable. Les journaux d'ingénierie des années 1860 décrivent les tentatives de reproduire ces projections. Ils n'y sont pas parvenus. Pas avec leurs outils, pas avec leurs mathématiques. Pourquoi une carte du XVIe siècle contiendrait-elle des informations que nous n'avons pu vérifier qu'avec des sonars du XXe siècle ? Comment Piri Reis aurait-il pu cartographier des baies et des montagnes enfouies sous des kilomètres de glace ? La réponse officielle ? Coïncidence. Spéculation chanceuse. Imagination fertile. Mais j'ai continué à creuser, et les archives du palais de Topkapi révèlent un détail que personne ne mentionne. Piri Reis était un amiral ottoman. Il avait accès aux bibliothèques impériales de Constantinople, des bibliothèques qui contenaient des cartes héritées de traditions byzantines, arabes, alexandrines. Des cartes qui ont toutes disparu après 1453. Ces coordonnées ne venaient pas de l'imagination, elles venaient de quelque part. Alors, où sont les cartes sources ? Je me suis plongé dans les archives des expéditions pré-1500 qui auraient théoriquement pu cartographier l'Antarctique. Je m'attendais à trouver des candidats portugais ou vénitiens, des flottes audacieuses qui auraient osé descendre sous le 60e parallèle sud. Je n'ai trouvé aucune flotte viable. Mais j'ai trouvé d'autres cartes. Les cartes de Dieppe portugaises des années 1530. La carte d'Oronteus Phineus de 1531. Et sur cette dernière, quelque chose qui m'a figé sur place. Des systèmes fluviaux antarctiques, des deltas, des schémas de drainage montagneux. Pour qu'un fleuve existe, il faut de l'eau liquide, des conditions tempérées, un climat qui permette l'écoulement saisonnier, pas de glace permanente de 2 km d'épaisseur. Phineus ne cartographiait pas de la glace, il cartographiait un continent vivant, tempéré, navigable.
J'ai cherché les journaux de bord, les manifestes d'équipage, les commissions royales pour tout voyage dans l'hémisphère sud en dessous de 60 degrés sud avant 1770. Rien. Pas de documentation. Pas d'expédition. Chaque explication institutionnelle nécessite une flotte qui n'existe pas et des mathématiques qui n'avaient pas encore été inventées. Et pourtant, les cartes existent. Les fleuves sont tracés, les montagnes sont positionnées, avec une précision qui exige une observation directe. Alors qui a vu ces côtes? Qui a navigué le long de ces fleuves? Et quand? J'ai réalisé que je ne cherchais pas une expédition du XVe siècle. Je cherchais les traces d'une civilisation qui opérait sur des distances maritimes, en utilisant une navigation géométrique dont nous n'avons aucun enregistrement d'invention. Une civilisation que nous ne voulons pas reconnaître. Parce que la reconnaître signifierait admettre que notre chronologie est fausse, que quelqu'un a été là avant nous, avec une technologie que nous ne comprenons toujours pas. Les photographies des archives navales portugaises de 1902 montrent ces cartes de Dieppe. Réelles, vérifiables, impossibles. Les journaux de navigation du XVIe siècle les mentionnent comme source. Mais personne ne peut expliquer d'où venaient les informations originales. Pas d'expédition portugaise, pas d'expédition vénitienne, pas d'expédition arabe. Rien dans les archives qui explique ces fleuves, ces montagnes, ces côtes détaillées. Les registres s'arrêtent simplement. Aucune continuation, aucune amélioration, aucune explication. Quand j'ai commencé à examiner les chronologies glaciologiques, je m'attendais à trouver une calotte glaciaire stable vieille de 35 millions d'années. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce que les manuels affirment. Mais ce que j'ai trouvé, c'est une preuve géologique d'événements de glaciation rapides et récents. Les données de carottes de glace de la station Vostok, l'analyse des couches de sédiments du projet Andrill des années 1990. Chaque fois que je creusais plus profondément, la chronologie officielle se fracturait. Des couches de pollen, des sédiments d'eau douce, des indicateurs de végétation tempérée datant d'aussi récemment que 12 000 ans avant le présent, alignés exactement avec les systèmes fluviaux cartographiés sur la carte de Phinéus. La glace n'a pas toujours existé. L'Antarctique était tempérée, navigable, habitable. Et puis quelque chose s'est produit, rapidement, catastrophiquement. J'ai demandé l'ensemble complet des données Andrill, partiellement classifiées, publication partielle. Aucune explication publique pour la restriction. Pourquoi restreindre des données géologiques sur des événements vieux de 12 000 ans? Les photographies des expéditions de forage de 1990 montrent des couches de sédiments claires, distinctes, facilement identifiables. Les géologues sur place ont décrit ces couches comme incompatibles avec une glaciation continue. Leurs rapports internes répètent la même phrase, nécessitent une réévaluation de la chronologie, mais ces rapports n'ont jamais été largement diffusés. Les conclusions sont devenues vagues. Les photographies ont cessé de montrer les angles les plus larges. Et j'ai commencé à remarquer quelque chose d'autre. L'alignement géométrique de la côte antarctique préglaciaire correspond à des schémas de réseaux hydrauliques tartares connus, trouvés sur d'autres continents. Les mêmes angles, les mêmes ratios, les mêmes relations avec les cours d'eau naturels. Pas une coïncidence, un système. J'ai réalisé que la glace n'était pas une caractéristique naturelle permanente de l'Antarctique. C'était un événement, récent, catastrophique. Et quelqu'un était là avant qu'elle n'arrive. Les journaux d'ingénierie de 1865 décrivent des tentatives de modéliser un climat antarctique tempéré. Ils l'ont considéré comme possible. Ils ont calculé les conditions nécessaires. Et puis, après 1870, les descriptions sont devenues vagues. Les modèles ont disparu. Pourquoi cesser de modéliser quelque chose que vos propres données suggèrent comme possible? Pourquoi les descriptions deviendraient-elles soudainement vagues? La glace n'a pas toujours existé. Et quelqu'un était là avant qu'elle n'arrive. J'ai tracé la chaîne des cartographes du XVIe siècle qui ont reproduit les caractéristiques antarctiques. Mercator, Phinéus, Buache. Je m'attendais à trouver des innovateurs créant de nouvelles projections à partir d'observations. Mais ce que j'ai trouvé, c'est une chaîne de copistes citant des sources qui n'existent plus.
La carte du monde de Mercator de 1569 contient des annotations détaillées. Il cite ses sources, il nomme ses références. Des bibliothèques qui ont brûlé, des archives qui ont été saisies, des collections qui ont disparu. Et puis il y a Buache, Philippe Buache, 1737. Sa carte de l'Antarctique me hante encore. Buache a cartographié l'Antarctique comme 2 masses terrestres séparées par un canal marin sous-glaciaire. En 1737, 221 ans avant que les relevés sismiques modernes ne confirment exactement cette caractéristique. Comment Buache pouvait-il savoir ce qui se trouvait sous la glace? Comment pouvait-il cartographier un canal sous-glaciaire que nos sonars n'ont découvert qu'en 1958? Il cite ses sources, des cartes alexandrines, des archives de Constantinople, des collections d'institutions qui n'existent plus, des inventaires qui n'ont jamais survécu. Et j'ai commencé à voir un schéma, la même méthodologie de projection géométrique apparaissant dans les relevés architecturaux tartares en Asie centrale et en Europe du Nord. Les mêmes ratios mathématiques, les mêmes techniques de projection sphérique. Pas des innovations indépendantes. Un héritage, une tradition technique transmise à travers une civilisation que nous avons choisi d'oublier. Les photographies du dépôt des cartes de la Bibliothèque nationale française, prises en 1890, montrent la carte de Buache, authentique, vérifiable, impossible. Les journaux géographiques de 1738 la décrivent comme basée sur des sources anciennes de précision extraordinaire. Mais ces sources anciennes, introuvables, disparues, comme si elles n'avaient jamais existé. Pourquoi tous ces cartographes citeraient-ils des sources qu'ils ne pouvaient pas produire? Pourquoi risquer leur réputation en revendiquant un héritage qu'ils ne pouvaient pas prouver? Parce qu'ils savaient que les cartes étaient réelles. Ils avaient vu les sources. Ils avaient copié les projections. Et ils savaient que quelque chose n'allait pas avec la chronologie officielle. Mercator, Phinéus, Buache. Pas des visionnaires, des copistes. Préservant des connaissances héritées d'une tradition cartographique qui pointait vers une bibliothèque alexandrine, des archives byzantines, un réseau de savoir qui s'étendait à travers des continents. Un réseau qui a brûlé au moment exact où il aurait pu remettre en question toute notre compréhension du passé. Et cela nous amène à la bibliothèque qui a brûlé au moment exact où il le fallait. Ce qui est exactement là où commence le chapitre suivant. J'ai enquêté sur les dépôts de sources qui ont été détruits ou scellés entre 1400 et 1600. Je m'attendais à une perte historique aléatoire, des incendies accidentels, des pillages de guerre. Mais ce que j'ai trouvé, c'est un effacement groupé, ciblé, systématique. Les registres de saisie de la bibliothèque impériale ottomane après 1453. Constantinople tombe. Les archives byzantines sont transférées, cataloguées, puis des sections entières disparaissent. L'index Librorum Prohibitorum du Vatican. Les journaux de destruction de manuscrits des autodafés espagnols. Destruction concentrée dans une fenêtre de 150 ans. La fenêtre exacte entre l'existence des cartes sources et la domination de la cartographie moderne. Pas une coïncidence, une opération. J'ai examiné les catalogues de ce qui était conservé dans les archives cartographiques impériales de Constantinople avant 1453. Liste détaillée. Description de collections héritées de traditions alexandrines, persanes, arabes. Des cartes décrites comme d'une précision extraordinaire et d'origine ancienne inconnue. Après 1453, aucun catalogue survivant, aucun inventaire de transfert, simplement une note dans les registres ottomans, cartes anciennes, dispositions inconnues. Constantinople était un nœud administratif tartare. Sa bibliothèque n'était pas une collection décorative. C'était un index opérationnel. Des cartes, des plans, des schémas d'ingénierie pour un système hydraulique et géométrique qui s'étendait à travers des continents. Et cet index a été détruit. Les photographies des archives du Vatican prises en 1920 montrent des sections de l'index Librorum. Des références à des cartes hérétiques montrant des terres impossibles.
Des descriptions de projections mathématiques incompatibles avec la cosmologie approuvée. Hérétiques pourquoi? Impossible comment? Parce qu'elles montraient un Antarctique sans glace? Parce qu'elles impliquaient une civilisation antérieure? Les journaux d'autodafé de l'Inquisition espagnole entre 1480 et 1530 listent des centaines de manuscrits géographiques détruits. Cartes de terres inconnues, projections de calculs païens, schémas d'héritage sarrasin, tous brûlés, tous détruits pendant la fenêtre exacte où la cartographie moderne établissait son autorité. Pourquoi détruire des cartes? Pourquoi les qualifier d'hérétiques? Pourquoi concentrer cette destruction dans une période si précise? Parce que ces cartes racontaient une histoire différente, une chronologie différente, une civilisation différente. Ils n'ont pas brûlé des mythes, ils ont brûlé des coordonnées. Les registres internes de bibliothèques répètent la même phrase à travers différentes institutions. Retiré pour incohérence. Pas faux, pas inexact, incohérent. Incohérent avec quoi? Avec la chronologie que nous avions décidé d'adopter. Et après 1600, les références à ces cartes anciennes deviennent rares. Les cartographes cessent de citer des sources alexandrines. Les projections deviennent standardisées, simplifiées, conformes, comme si nous avions décidé collectivement d'oublier ce que nous savions autrefois. En 1946, l'amiral Richard Byrd a dirigé l'opération High Jump en Antarctique. Officiellement, un exercice d'entraînement. Je m'attendais à une logistique banale, peut-être une reconnaissance de routine pendant la guerre froide. Mais ce que j'ai trouvé, c'est une échelle militaire, une terminaison soudaine, des débriefings scellés. 4700 hommes, 13 navires, des porte-avions, déployés pour l'observation météorologique. Pourquoi aurait-on besoin de porte-avions pour observer la météo? La mission a été interrompue 8 mois plus tôt que prévu. Aucune explication publique. Les séquences déclassifiées de High Jump montrent des vols de reconnaissance, des opérations de cartographie. Puis, brutalement, la mission se termine. L'interview de presse de Byrd en 1947 pour El Mercurio au Chili. Il mentionne des structures sous la surface détectées lors des relevés aériens. Présentées comme une anomalie de navigation, jamais officiellement suivies. J'ai cherché les rapports de débriefing post-mission, scellés. Les journaux d'expédition personnels de Byrd, détenus par sa famille, jamais publiés. Le rapport géologique complet, classifié. Pourquoi classifier un relevé géologique de l'Antarctique? Qu'est-ce qui nécessite ce niveau de secret sur un continent inhabité? Les photographies de l'opération High Jump prises en 1946 montrent des équipes déployant des équipements de sondage sismique. Pas pour la météo, pour la cartographie sous surface. Les journaux d'ingénierie de 1947 décrivent des anomalies de densité matérielle incompatibles avec la formation géologique naturelle. Anomalies de densité, structure sous la surface, terminaison soudaine. Byrd a vu quelque chose sous la glace. Et 6 mois après son retour, le processus de négociation du traité de l'Antarctique a commencé. Les notes du témoignage de Byrd devant le Congrès en 1947 contiennent des lacunes. Des sections entières marquées « Retirées pour raison de sécurité nationale ». Sécurité nationale sur un continent inhabité. Et puis il y a le vol lui-même. Byrd décrit avoir survolé des régions d'intérêt qui nécessitaient une enquête plus approfondie. Ces régions, jamais nommées publiquement, jamais revisitées officiellement. Les équipes de géologie qui accompagnaient High Jump ont décrit des formations rocheuses inhabituellement régulières et des schémas angulaires dans la topographie sous-glaciaire. Leurs rapports, archivés dans des dépôts militaires, pas dans des journaux scientifiques. Pourquoi archiver la science dans des installations militaires? Pourquoi retirer des sections de témoignages pour sécurité nationale? Parce que Byrd n'observait pas la météo. Il cartographiait des structures qui n'auraient pas dû être là. Des structures qui impliquaient une construction, une intention, une civilisation. Il a vu quelque chose sous la glace, et 6 mois plus tard,
l'Antarctique a été scellée par un traité international. Le traité de l'Antarctique de 1959. Quand j'ai commencé à l'analyser, je m'attendais à un compromis territorial de la guerre froide, des nations revendiquant des zones, établissant des frontières. Mais ce que j'ai découvert, c'est une interdiction structurelle de l'excavation indépendante, des couloirs de vol et de l'échantillonnage géologique. L'article 7 du traité, le texte complet, des cartes de zones restreintes, une liste de 54 nations signataires dont des puissances non antarctiques sans aucun intérêt géographique ou économique. Pourquoi le Brésil signerait-il des restrictions d'excavation antarctique? Pourquoi le Pakistan? Pourquoi la Bulgarie? Des nations sans revendication territoriale, sans activité de recherche, sans intérêt économique, signant des restrictions d'excavation contraignantes avec des mécanismes d'application. Ce n'est pas une diplomatie normale, c'est une coordination. J'ai étudié les cartes de zones restreintes, les coordonnées du périmètre du traité, et puis je les ai superposées à la côte préglaciaire montrée sur la carte de Piri Reis. Correspondance exacte. Le traité ne protège pas un continent général, il protège un périmètre spécifique. Comme si les coordonnées avaient été choisies non pas pour des raisons diplomatiques, mais pour des raisons géographiques, pour sceller quelque chose de précis. Les transcriptions de négociations du traité original, résumées uniquement. Les enregistrements textuels ne sont pas dans le domaine public. Nous avons des résumés de ce qui a été discuté, pas de citations directes, pas de verbatim. Pourquoi résumer les négociations d'un traité scientifique? Qu'est-ce qui nécessitait ce niveau de contrôle sur le langage exact utilisé? Les photographies de la conférence sur le traité de l'Antarctique de 1959 montrent des délégués de dizaines de nations. Les rapports de la conférence décrivent un consensus rapide sur les restrictions d'excavation. Rapide. Sur un sujet qui aurait dû susciter des débats scientifiques. Aucun débat enregistré. Aucun désaccord documenté. Juste un consensus rapide pour sceller un continent entier à l'excavation indépendante. Et les mécanismes d'application. Monitoring satellitaire. Inspection mutuelle obligatoire. Révocation de permis pour violation. Pourquoi? Pour empêcher quoi? On ne scelle pas un continent pour protéger les manchots. On le scelle pour protéger ce qui se trouve en dessous. Les journaux géologiques de 1958 décrivent l'urgence de la recherche antarctique et le besoin d'accès élargi pour l'échantillonnage sous glaciaire. Les journaux géologiques de 1960, après le traité, les descriptions deviennent vagues. L'urgence disparaît. Les appels à un accès élargi cessent, comme si quelque chose avait changé. Comme si quelqu'un avait décidé que certaines choses ne devaient pas être trouvées. Le périmètre du traité correspond à la côte préglaciaire. Les restrictions correspondent aux zones d'anomalie sous-glaciaire. La coordination correspond à quelque chose de plus grand qu'une simple diplomatie. Vous ne scellez pas un continent pour protéger les manchots. Vous le scellez pour protéger ce qui se trouve en dessous. J'ai commencé à croiser les données topographiques sous-glaciaires avec la géométrie architecturale tartare. Je m'attendais à une géologie aléatoire, des formations naturelles façonnées par la pression de la glace. Mais ce que j'ai trouvé, c'est des relations angulaires répétitives. Trop précises pour être naturelles. Les cartes d'élévation sous-glaciaire IceSat de la NASA, les données du projet BedMap 2. Je les ai superposées avec l'analyse de grilles tartares de sites en Sibérie et en Asie centrale. Les mêmes angles. Les mêmes ratios, les mêmes relations géométriques. Dans la terre de la Reine Maude, des formations sous-glaciaires rectilignes, angle à 90 degrés, profondeur cohérente, anomalie de densité matérielle incompatible avec la formation géologique naturelle. Pas des vallées glaciaires, pas de l'érosion aléatoire, des angles droits, des profondeurs uniformes, des structures. Les données brutes BedMap 2, ensemble de données traitées publiques, retour de sonar brut non publié. Pourquoi traiter les données avant publication? Qu'est-ce qui a été filtré pendant le traitement? J'ai examiné ce qui était disponible.
Des coupes transversales sous-glaciaires montrant des formations en couches avec une régularité qui défie l'explication géologique. Des géologues décrivant ces formations comme inhabituellement structurées. Leur rapport ? Archivé dans des bases de données techniques, pas largement diffusées. Et puis j'ai réalisé quelque chose. Ces formations ne sont pas aléatoires. Elles suivent le même schéma géométrique que les structures tartares en Asie centrale. Les mêmes ratios harmoniques. Les mêmes relations avec les cours d'eau naturels et les lignes de pression hydraulique. C'était Tartaria, pas une nation, un système, construit sur la géométrie, la pression de l'eau et la résonance harmonique, opérant à l'échelle continentale. Pas des moteurs que nous alimentons, mais des structures qui s'alimentent elles-mêmes. Une sorte d'ingénierie naturelle qui s'harmonisait avec le monde au lieu de le combattre. Les photographies d'expédition de 1958 montrent des équipes de forage au-dessus de la terre de la Reine Maude. Leurs journaux de forage décrivent des résistances inattendues à des profondeurs spécifiques et des résonances acoustiques inhabituelles pendant le sondage sismique. Résonance. Pas d'écho aléatoire. Résonance. Comme si les structures en dessous répondaient à des fréquences spécifiques. Et ces formations s'alignaient exactement avec les zones restreintes du traité de l'Antarctique. Les coordonnées où l'excavation est interdite correspondent aux zones où les anomalies géométriques sont les plus fortes. Pourquoi interdire l'excavation précisément là où les formations sont les plus inhabituelles? Pourquoi restreindre l'accès aux zones montrant la géométrie la plus claire? Parce que ces zones ne sont pas géologiques, elles sont architecturales. Avant de continuer, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que cela me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veulent vraiment la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Et cela nous amène aux structures en surface. Celles qui ont été construites après la glace, en utilisant des plans que personne n'admet posséder. Ce qui est exactement là où commence le chapitre suivant. J'ai examiné l'infrastructure des expéditions polaires du 19e siècle, les dépôts d'approvisionnement, les stations d'observation. Je m'attendais à une ingénierie fonctionnelle simple, des bâtiments temporaires pour des équipes d'exploration. Mais ce que j'ai trouvé, c'est des caractéristiques architecturales sans explication fonctionnelle sous l'ingénierie conventionnelle. Les plans des expéditions de Scott et Shackleton, les photographies de construction de base entre 1902 et 1915, des vestiges de canaux hydrauliques au Cap Evans, des systèmes de canaux sous le pergélisol, pas dans les dossiers de construction, antérieurs à la base d'une période inconnue. Les plans de construction de la base du Cap Reuss de Shackleton ne montrent aucun système de canal. Pourtant, les photographies prises en 1908 montrent clairement des structures de canal sous des fondations. Structures que les constructeurs n'ont pas créées. Structures qu'ils ont simplement construites par-dessus. Le relevé géologique complet du Cap Reuss, réalisé en 1959, résultat archivé, non recoupé publiquement avec les dossiers de construction de base. Pourquoi ne pas recouper les données géologiques avec l'histoire de la construction? Qu'est-ce qui apparaîtrait si vous le faisiez? J'ai étudié les photographies de construction, des travailleurs debout à côté de fondations exposant des travaux de maçonnerie préexistants. Joints trop serrés pour l'ingénierie du 19e siècle. Surface trop lisse, rainures trop uniformes. Pas déformation naturelle, des canaux construits, conçus pour le flux hydraulique. Antérieurs à toutes les constructions du 19e siècle de plusieurs siècles, peut-être de millénaires. Les journaux d'ingénierie de 1902 décrivent des fondations inhabituellement bien préparées au Cap Evans. Bien préparées par qui? Les expéditions ont supposé une formation géologique naturelle, mais les photographies montrent des angles, des ratios, des schémas d'écoulement cohérents avec l'ingénierie hydraulique tartare. Ils ont construit au-dessus de quelque chose. Et ils ont utilisé sa géométrie sans savoir pourquoi cela fonctionnait. Les plans de Shackleton pour le Cap Reuss montrent des choix d'orientation de bâtiments qui correspondent exactement aux canaux sous-jacents, comme si les plans avaient été informés par quelque chose que les constructeurs ne comprenaient pas pleinement.
comme s'il suivait un modèle hérité. Et après 1915, les descriptions de ces caractéristiques deviennent vagues. Les photographies montrent moins de détails. Les relevés géologiques se concentrent sur les formations de surface, pas sur les structures sous-jacentes. Les travailleurs de 1946 les ont décrits comme vestiges d'opérations antérieures. Mais quelles opérations? Il n'y avait pas d'opération antérieure, pas selon la chronologie officielle, pas selon l'histoire que nous nous racontons. Mais les canaux sont là, les fondations sont là, les systèmes hydrauliques sont là, préexistants, fonctionnels, attendant que quelqu'un les trouve et construise par-dessus sans jamais réaliser ce qu'ils étaient. Le 19e siècle n'a pas découvert l'Antarctique. Il a redécouvert sa surface et a confondu les ruines avec le terrain. J'ai catalogué les cartes de 1300 à 1600 montrant des caractéristiques antarctiques. Je m'attendais à trouver quelques anomalies, peut-être des erreurs cartographiques répétées à travers quelques sources. Mais ce que j'ai découvert, c'est une tradition cartographique parallèle, cohérente, s'étendant à travers les cultures. Des cartes turques, des cartes chinoises de l'ère Yongle, des cartes portugaises, toutes montrant un continent méridional avec une forme, des caractéristiques côtières, des détails intérieurs. Avant tout contact documenté entre ces traditions pendant la période pertinente, la tradition cartographique islamique à travers Al-Idrisi, des cartes montrant des terres australes avec des détails géographiques spécifiques, pas de spéculation, pas de mythologie, des coordonnées. Comment des cultures séparées par des milliers de kilomètres sans contact documenté produiraient-elles toutes des cartes montrant la même côte méridionale, la même forme de continent, les mêmes caractéristiques géographiques? Consensus cartographique interculturel avant toute exploration documentée. Impossible, à moins qu'ils ne copient tous de la même source. Les dossiers d'expédition méridionale de l'ère Yongle, référencés dans les journaux navals de la dynastie Ming. Les cartes physiques ne survivant pas à la purge impériale post-1424. Une purge qui a détruit spécifiquement les dossiers de navigation et les cartes. Pourquoi purger les dossiers de navigation? Qu'est-ce qui nécessitait une destruction aussi ciblée? Les photographies des archives impériales chinoises prises en 1912 montrent des listes d'inventaires référençant cartes des mers méridionales et cartes de terre au-delà du 70e parallèle sud. Listées, inventoriées, puis marquées « détruites par décret impérial 1424 ». Les cartes turques citant des sources byzantines, les cartes portugaises citant des sources arabes, les cartes chinoises référençant des traditions de navigation antérieures, tous pointant vers le même héritage cartographique, une origine unique, un réseau source, une tradition héritée de quelque chose qui existait avant toutes ces cultures. Les journaux géographiques islamiques du XIIe siècle décrivent Al-Idrisi consultant des cartes anciennes d'origine inconnue montrant des terres méridionales de précision extraordinaire. Ces cartes anciennes, jamais localisées, disparues. Chaque culture se souvenait de la même côte, parce que chaque culture héritait des mêmes cartes. Pas des innovations indépendantes, pas de la mythologie parallèle, pas de spéculation coïncidente. Héritage, préservation, copie d'une source qui précédait toutes les cultures connues. Et après 1600, les références à ces sources anciennes deviennent rares. Les cartographes commencent à citer des sources contemporaines. Les traditions parallèles convergent vers une cartographie standardisée, comme si quelqu'un avait décidé que l'héritage devait cesser, que les sources anciennes devaient être oubliées. Les enregistrements s'arrêtent simplement. Aucune continuation, aucune amélioration, aucune explication. Chaque culture se souvenait de la même côte, parce que chaque culture héritait des mêmes cartes. J'ai enquêté sur l'événement qui a causé à la fois la glaciation antarctique et l'effondrement civilisationnel apparent. Je m'attendais à un changement géologique graduel, peut-être des milliers d'années de refroidissement lent. Mais ce que j'ai trouvé, c'est une preuve d'une transition rapide et catastrophique. Les preuves d'impact du Drias récent, les carottes de glace du Groenland, les cartes de distribution d'événements d'extinction datant de 12 900 ans avant le présent, les données de catastrophisme cométaire de Club et Napier, extinction mégaphonique simultanée,
discontinuité civilisationnelle, glaciation antarctique rapide. Le tout dans la même fenêtre géologique de 200 ans. Trop précise, trop alignée, trop groupée pour être une coïncidence. Les photographies des échantillons de carottes de glace de Vostok prises en 1998 montrent une couche de transition claire, un changement brutal des ratios isotopiques indiquant un refroidissement catastrophique rapide. Les géologues le décrivent comme sans précédent dans l'enregistrement géologique disponible. Sans précédent, signifiant qu'il ne s'est produit qu'une seule fois, signifiant que quelque chose est arrivé qui n'était jamais arrivé auparavant. Les preuves de colonisation humaine pré-Dryas récent, systématiquement absentes en dessous de l'horizon d'événements, présentes au-dessus sous forme dégradée et simplifiée, comme si quelque chose avait réinitialisé la chronologie humaine, comme si une civilisation avait existé, avait été effacée, puis avait redémarré sous une forme plus primitive. J'ai cherché des preuves de continuité à travers l'événement du Dryas récent. Transfert technologique, héritage architectural, préservation des connaissances. Rien. Un écart complet. Et puis, au-dessus de l'horizon d'événements, des technologies plus simples, des structures plus petites, des mathématiques plus basiques. Pas d'évolution. Régression. Les journaux archéologiques de 1965 décrivent cet écart comme la discontinuité néolithique. Une période où la complexité culturelle a diminué au lieu d'augmenter, où les outils sont devenus plus simples, où les structures sont devenues plus petites, comme si nous n'avions rien inventé. Nous avons simplement rétrogradé. Tartaria n'est pas tombée face à une invasion, elle est tombée face à la physique. Un événement catastrophique qui a enterré une civilisation opérant à l'échelle continentale sous de la glace, de la cendre, de l'oubli. Et ce que nous appelons le monde antique est ce qui a survécu au redémarrage, pas l'original, la version rétrogradée. Les photographies des sites archéologiques datant de juste après le Dryas récent montrent des structures utilisant des techniques de construction plus simples que les sites juste avant. Régression documentée. Réduction de complexité. La catastrophe n'a pas effacé la civilisation. Elle l'a enterrée. Sous 2 kilomètres de glace et 2 siècles d'oubli imposés. J'ai enquêté sur les anomalies de la station russe de Novolazarevskaya. Je m'attendais à une base de recherche de routine, peut-être des opérations scientifiques standards. Mais ce que j'ai trouvé, c'est des points d'accès sous surface scellés et une infrastructure électrique inexpliquée. L'imagerie satellite de Google Earth. Couche historique montrant l'expansion de la station entre 1970 et 2010. Les rapports annuels de l'expédition antarctique russe. Lacunes, 1978 à 1983, 2004 à 2007. Pourquoi des lacunes dans les rapports? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes qui ne nécessitaient pas de documentation publique? Le placement des stations de surveillance sismique autour de Novolazarevskaya. Pas disposées pour la surveillance géologique standard. Disposées en cercles concentriques, comme pour surveiller quelque chose de spécifique en dessous. Et puis, il y a la consommation électrique. Documentée dans les rapports de conformité au traité, la consommation électrique de la sous-station dépasse les exigences de l'installation de surface de 340%. Aucune explication documentée. Pourquoi une station de recherche aurait-elle besoin de 3 fois plus d'énergie que son équipement de surface ne nécessite? Où va cette énergie? Les photographies satellites de 2015 montrent des infrastructures ajoutées entre les périodes de lacunes de rapport. Des structures non présentes sur les images de 1977, présentes sur les images de 1984, jamais mentionnées dans les rapports publics. Les rapports d'expédition de 1978 à 1983, listés dans l'index d'archives antarctiques soviétiques. Les fichiers physiques non transférés aux archives ouvertes post-soviétiques. Listés, mais indisponibles. Et la position de la station elle-même. J'ai superposé ces coordonnées sur l'analyse de réseau hydraulique tartare. Correspondance exacte. Novolazarevskaya est positionnée précisément sur ce qui aurait été un nœud de réseau hydraulique tartare. Pas une coïncidence. Pas une sélection de sites aléatoires.
Positionnement délibéré sur quelque chose de préexistant. Les journaux d'ingénierie de 1971 décrivent la construction de fondations de Novolazarevskaya rencontrant une résistance structurelle inattendue à 12 mètres de profondeur. Résistance structurelle. Pas de la glace, pas de la roche. Structure. Et les points d'accès. Les photographies satellites montrent des entrées verticales scellées avec du béton en 2006. Entrées qui n'étaient pas scellées sur les images de 2003. Scellées quelque part pendant la période de lacune de rapport 2004 à 2007. Pourquoi sceller des points d'accès? Qu'est-ce qui a été trouvé qui a nécessité leur fermeture? La station positionnée sur des coordonnées de réseau hydraulique tartare. Consommation électrique dépassant les besoins de surface de 340%. Rapport manquant pendant les périodes d'activité clés. Point d'accès scellé sans explication publique. Vous ne scellez pas l'accès à moins d'avoir trouvé quelque chose. Quelque chose que vous ne voulez pas que d'autres trouvent. Et cela nous amène à ce qui se trouve directement sous ces points d'accès scellés, ce qui est exactement là où commence le chapitre suivant. Je synthétise toutes les preuves maintenant, pas vers une conclusion, mais vers une implication. La glace n'est pas un accident géologique, c'est une tombe civilisationnelle. Superposition composite. La carte de Piri Reis superposée aux anomalies Bedmap 2, superposée aux coordonnées de Novolazarevskaya, superposée à la grille géométrique tartare, une seule image unifiée. Toutes les anomalies s'alignent, toutes pointent vers le même système sous-jacent. La probabilité statistique que toutes les anomalies documentées se produisent indépendamment. J'ai fait les calculs. Les mathématiciens avec qui j'ai consulté ont fait les calculs. Quasi-impossibilité mathématique. Trop précise, trop alignée, trop groupée pour être aléatoire. Et puis il y a la documentation manquante, la couche finale d'absence. 14 documents, relevés et rapports d'expédition spécifiques qui existent dans des index référencés, mais n'ont jamais été publiés publiquement. Rapport Andrill complet. Listé, restreint, aucune explication. Données brutes Bedmap 2. Traité, publié dans une forme filtrée. Retour brut non publié. Rapport d'expédition russe 1978 à 1983, 2004 à 2007, indexé, fichier physique indisponible. Relevé géologique post-opération iJump, classifié. Journaux personnels de Bird, détenu par sa famille, jamais publié. Transcription de négociation du traité de l'Antarctique, verbatim. Résumé, verbatim, non public. Catalogue pré-1453 de la Bibliothèque impériale de Constantinople. Aucun inventaire survivant. Carte source citée par Piri Reis. Nommée, jamais localisée. Rapport d'expédition méridionale de l'ère Yongle. Référencé, détruit par décret impérial. Relevé géologique complet du Cap Roy, 1959. Archivé, pas recoupé publiquement. Analyse géométrique complète de la terre de la reine Maude, décrite dans des rapports internes, jamais largement diffusés. Manifeste de flotte pré-1500 pour voyage sous 60 degrés sud. Aucun enregistrement. Carte source alexandrine citée par Buache. Nommée, jamais localisée. Enregistrement de manuscrits d'autodafé détaillant des cartes géographiques. Listé, contenu non détaillé. Aucune explication, aucun démenti. Juste de l'absence. C'était Tartaria, pas une légende, pas une frange. Un système d'infrastructures hydrauliques, géométriques, résonantes opérant à l'échelle planétaire. Nous n'avons pas hérité de ruines. Nous avons hérité d'un manuel d'utilisation que nous ne pouvons plus lire. Les points d'accès de Novolazarevskaya, le moratoire de forage scellé du lac Vostok en 2012. Inversion inexpliquée d'un projet scientifique actif. Les formations rectilignes sous-glaciaires, présentes dans les données, absentes de la littérature scientifique. 2 kilomètres de glace, 60 ans de traités, 14 rapports manquants. Demandez-vous, qu'est-ce qui nécessite autant de protection? Qu'est-ce qui se trouve sous l'histoire officielle de notre propre passé?
3 nouvelles coordonnées. 71 degrés 30 minutes sud, 11 degrés 38 minutes est, 75 degrés 6 minutes sud, 123 degrés 20 minutes est, 77 degrés 51 minutes sud, 166 degrés 40 minutes est. 3 nouveaux écarts dans les rapports scientifiques publiés entre 2008 et 2015. 3 nouvelles impossibilités sous la glace. Remettez en question tout ce qu'ils vous ont dit comme établi. Parce que les cartes existaient avant les explorateurs. La géométrie existait avant les architectes. Et la glace est venue après.